à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11 h sur la RTB. Elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard critique sur cette même actualité à travers des analyses, des commentaires et des décryptages pour vous permettre de bien comprendre cette actualité nationale et internationale. Alors ce dimanche, plusieurs sujets sont au menu. Il s'agit donc du Haut Conseil du dialogue social. Nous parlerons de la crise du système éducatif, de l'affaire Auguste Denise Barry, de la visite du prince Albert II de Monaco au Burkina Faso. Et enfin, en page internationale, nous dirons un mot sur les propos de Donald Trump sur les pays africains. Alors, pour débattre de tous ces points de l'actualité, je suis en compagnie de 4 confrères. Il s'agit de Soumaïla Rabo de la radio Savane FM. Bonjour Rabo. Bonjour, Nous avons autour de cette table Dabadi Zumbara du journal Le Pays. Bonjour. Bonjour, M. Sagnon. Avec nous également Paul Miki Rwamba de la radio Waga FM. Bonjour. Bonjour Sagnon et bonjour à tous. Et enfin Abdou Zouré de Burkina 24. Bonjour. Bonjour Sagnon. Merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors on commence cette émission avec le Haut Conseil du dialogue social. En début de semaine, le ministre en charge de la fonction publique a animé une conférence de presse pour faire en tout cas donner, si on peut le dire, le maximum d'informations donc sur ce Haut Conseil du dialogue social. Le rôle donc des membres de ce conseil donc est de contribuer à la prévention et au règlement des conflits sociaux du monde du travail. Donc c'est une actualité que vous avez pu suivre. Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de la création de ce Haut Conseil du dialogue social? Rabo. Le Haut Conseil du dialogue social, l'intention peut être bonne, mais avec l'expérience qu'on a des institutions au Burkina, il y a beaucoup de doutes. Et donc les gens sont légitimes à être susceptibles sur des questions comme ça. Sinon, le ministre de la fonction publique, il a dit que c'est pour anticiper désormais ce qu'on vit aujourd'hui comme grogne sociale. Un haut conseil du dialogue social peut prévenir de telles crises qui paralysent le pays et les activités socio-économiques. Donc l'intention, je ne vois pas le problème. Seulement, depuis une trentaine d'années, on nous a habitués à des institutions qui sont créées mais qui ne fonctionnent pas, qui parfois sont budgétivores, mais qui ne donnent pas au pays ce dont il a besoin pour vraiment avancer. Vous voyez? Donc c'est vraiment une question pratique. Et c'est vraiment sur le terrain qu'on va voir si ce haut conseil-là va se démarquer de ce qu'on vit habituellement. On voit le H-Kroun, comment il est paralysé, alors qu'il avait donné l'espoir de la réconciliation nationale. Donc, avec le Haut Conseil, on peut avoir les mêmes doutes, Et donc, moi, j'attends de voir vraiment. D'accord. En tout cas, vous avez dit le mot, les critiques, en tout cas, qui sont formulées à l'endroit de ce Haut Conseil, c'est que peut-être il sera budgétivore. Alors, Dabadi, qu'est-ce que vous pensez donc de ce Haut Conseil? Non, je pense effectivement que l'idée peut être bonne, dans la mesure où cette structure a pour vocation d'œuvrer pour la paix sociale. Rien qu'à avoir le timing choisi pour sa mise en œuvre, on peut bien se rendre compte de l'objectif visé. Mais je pense effectivement, comme mon ami Rabo, qu'il y a des questions qu'on peut bien se poser par rapport à l'utilité ou du moins par rapport à la pertinence de cette structure. Parce qu'on a déjà pas mal de structures sur place. Vous avez le CS, vous avez le médiateur du FASO, il y a le H-Kroun dont il vient de parler tout à l'heure, qui aujourd'hui construit des structures qui devraient permettre quand même de résoudre un certain nombre de problèmes sur le plan social ou dans le monde des travailleurs. Mais on se rend compte aujourd'hui que ce n'est véritablement pas le cas, et d'où notre scepticisme par rapport effectivement à l'efficacité de cette structure qui va être mise en œuvre. C'est vrai, on parle du bénévolat par rapport à ceux qui disent qu'elle pourrait être budgétivore. On dit non, ça sera du bénévolat, mais j'ai dit bien que personne n'est dupe là-dessus. Si on voit ce qui s'est passé sous la transition, on peut aisément se rendre compte que c'est un argument qui risque de ne pas tenir.
lorsque l'idée du bénévolat a été évoquée en ce qui concerne les émoluments des députés, on a vu tout de suite la réaction des gens. Donc, si nous voulons une structure qui va être fonctionnelle, crédible et viable, il faut nécessairement, à mon avis, désintéresser ces membres, auquel cas, elle lui restera une structure fantôme et une structure moribonde. Donc, la question, effectivement, est de se demander si, effectivement, cette structure n'est pas de trop. Voyez-vous. Sinon, on sent qu'effectivement, le climat social aujourd'hui a pris un coup, voilà, en termes de sérénité, et d'où la nécessité de rassembler les fils et filles du pays et pour qu'ensemble, ils réfléchissent et trouvent un consensus qui permettra de relancer, effectivement, de remettre le pays au travail. Mais encore une fois, comme on vient de le dire, on attend vraiment de voir. Ok. En tout cas, le ministre, lors de cette conférence de presse, a parlé d'un budget annuel, je pense, entre 200, voilà, 400, 300 millions, je crois. Alors, certaines personnes également, notamment des syndicalistes, pensent que ça fait doublon. Donc, dans le monde, en tout cas, institutionnel au Burkina, à partir du moment où il y a déjà un cadre dialogue gouvernement-syndicat. Ouais. Je pense que c'est effectivement un doublon, M. Sagnon. Pour moi, c'est une institution de trop. Alors, moi, je ne suis pas du tout favorable à la mise en place d'une telle institution parce que j'estime que, comme vous l'avez dit, le dialogue social est une tradition qui est déjà respectée au Burkina Faso. Il s'agit simplement de renforcer. Voyez-vous, les attributions qu'on a conférées à ce Haut Conseil du dialogue social sont déjà exécutées en principe au niveau du ministère du Travail à travers les inspecteurs du travail. Vous savez certainement qu'en plus de gérer les conflits de travail, ces inspecteurs et contrôleurs du travail ont pour rôle d'anticiper sur les conflits qui peuvent naître entre travailleurs et employeurs. En réalité, ces inspecteurs devraient à chaque fois faire la ronde de certaines entreprises, que ce soit du public ou du privé, pour constater l'effectivité du code du travail sur le terrain. Ça avait pour avantage d'éviter justement ces conflits de travail. Maintenant, malheureusement, si vous échangez avec ces inspecteurs, ils vous diront qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour mener à bien ce boulot. Alors, au lieu de parfaire à ce niveau, on laisse tout ça et on crée un haut conseil, une institution supplémentaire qui va venir avec ses exigences en termes de financement. Vous avez annoncé tantôt le budget de 200 à 400 millions de francs CFA. Le gouvernement explique que c'est de l'argent, certes, mais c'est petit à côté de ce que le gouvernement aurait pu gagner en évitant justement le conflit de travail. Mais évidemment, on a déjà des structures dont le rôle justement, c'est d'anticiper sur ce boulot-là. Donc, je pense que si chacun fait correctement son travail et que les autres aspects, si on passe tous ces maillons et qu'il y a encore des conflits de travail, la justice prend le relais pour trancher de façon claire. On aurait pu faire l'économie de ces conflits de travail et on peut se passer d'un tel haut conseil. L'expérience a montré au Burkina que les institutions, on les met en place. Quelque temps après, on n'entend plus parler de ces institutions où il y a des crises à l'interne et qu'il y a souvent des problèmes de fonctionnement. Quand vous interrogez les premiers responsables, ils vous diront tout de suite que l'État n'a pas respecté ses engagements, que le financement n'est pas suivi. Autant de discours comme ça, ça fait que moi, personnellement, je ne suis pas du tout favorable à la création d'une telle institution qui, à mon avis, est une institution de trop. Il aurait fallu simplement renforcer les capacités des autres institutions, comme Dabati l'a dit tantôt. Il y a bien d'autres structures qui auraient pu gérer ce travail. On a des institutions comme le médiateur du Faso. Finalement, les uns vont se marcher sur les pieds des autres dans leurs attributions. Et bon, on a l'impression qu'on crée ces institutions pour contenter des amis ou du moins pour montrer aux yeux des travailleurs que le gouvernement fait quelque chose dans le sens d'éviter le conflit de travail. Mais au-delà de l'intention, il faut que ça soit justement traduit en actes concrets. L'efficacité d'une telle institution, à mon avis, est mise en doute. Alors, le gouvernement parle aussi du fait que cette institution, elle est née, si on peut le dire ainsi, de la volonté des syndicats et du gouvernement. C'est des syndicats aussi qui ont, à un certain moment, voulu donc une telle institution pour pouvoir, en tout cas, dialoguer de façon franche. Oui, c'est dit comme ça, c'est un consensus national parce que quand vous écoutez effectivement le gouvernement vous dira qu'il y a eu des ateliers, il y a eu des rencontres qui ont réuni beaucoup de partis et à l'intérieur de ces ateliers, la nécessité de la mise en œuvre d'un haut
conseil, mais allez-y comprendre la représentativité des personnes qui ont assisté à ce genre de rencontres. Je crois que chacun tire la couverture de son côté. Et les syndicats, vous avez vu, d'ailleurs, l'unité d'action syndicale recuse ses représentants au niveau déjà de ce conseil. Donc, c'est pour dire qu'on est bien parti pour entretenir une polémique inutile. C'est un faux départ, à mon avis, déjà, et ça n'augure pas de lendemain meilleur en ce qui concerne le dialogue sur le Burkina. Pour moi, l'essentiel, c'est de jouer franc jeu. Si le gouvernement joue franc jeu avec les syndicats, et si les syndicats également restent dans des revendications réalistes, on pourra éviter justement ces conflits de travail, aussi bien dans le public que dans le privé. Oui, Azouré, qu'est-ce que vous pensez de cette institution après donc, tout ce que nos confrères ont pu dire sur ce Haut Conseil du dialogue social? Alors, pour moi, lorsqu'on plante un arbre à palabre dans un village, il faut que l'applaudisse. Maintenant, il faut voir est-ce que le timing de cette plantation est le bon. Alors, actuellement, les syndicats disent qu'il y a pas mal de problèmes qui ne sont pas résolus. Il y a plein de revendications qui sont posées sur la table du gouvernement. La réponse du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent pour répondre à ces revendications. Alors, si dans le même temps, vous créez une institution qui va coûter 300, 400 millions par an, il y a un problème de contradiction. Et sur la base de tout ce que mes confrères viennent de dire, s'il n'y a pas de consensus au niveau de la création de cette institution, je pense que c'est une institution qui est bien partie pour être inutile. Parce que ces décisions ou ces avis qui seront donnés, si ces décisions ou ces avis ne sont pas acceptés par le monde syndical ou par les partenaires sociaux du gouvernement, j'estime que cette institution sera une coquille vide. D'accord. Alors, réaction, oui. Ce que Miki a dit, c'est vrai, on peut douter de l'efficacité et même de l'efficience d'un tel haut conseil. Maintenant, comme c'est le fruit d'un consensus, parce que j'ai entendu les animateurs de la conférence de presse de l'unité d'action syndicale il y a 2-3 jours dire que c'est depuis 2010 que l'idée a germé. Peut-être que c'était pour assurer un prolongement et un meilleur suivi des négociations gouvernement-syndicat qui souvent aboutissent à de bonnes promesses, à de belles promesses du gouvernement, mais qui ne sont pas suivies d'effets sur le terrain. Et les syndicats ont passé le temps, les années passées, à s'en plaindre. Voilà. S'il faut des gens pour permanemment, parce que j'imagine qu'il y aura un secrétaire permanent avec un bureau, une secrétaire, je ne sais pas, un chargé de dossier, un président, voilà. Voyez-vous. Donc, je me dis, s'il y a des gens permanemment pour suivre les dossiers issus des négociations entre le gouvernement et les syndicats, il n'y a rien de mal en cela. Maintenant, Miki a ajouté qu'il y a un problème de consensus dans la désignation des représentants. Oui, des syndicats. Des syndicats. Je crois savoir que c'est une division qui est mineure là, parce que, à ce que je sache, il s'agit de la CGTB qui dit que elle ne peut pas désigner son représentant parce qu'il y a eu un problème de consensus au sein de l'unité d'action syndicale. Bon, est-ce que la CGTB épuise le syndicalisme au Burkina? Voilà. Donc, on ne va pas dire que le Haut Conseil est en crise parce que la CGTB n'a pas désigné un représentant. Mais l'idéal aurait été quand même que tout le monde vienne de façon consensuelle autour de la table. Vous en venez justement à mon idée. Mon idée, au Burkina, on ne peut pas dialoguer parce que personne n'a confiance à l'autre. C'est pourquoi il faut balayer tous les acteurs publics là, qui sont là aujourd'hui, y compris nous-mêmes, quoi. Personne ne nous fait confiance, quoi. Voilà. Même moi, quand je parle, bon, il y a des gens qui vont dire après il va aller faire quoi, il va aller prendre quoi. Voilà, parce que les gens pensent que tout le monde est éduqué comme eux. Non. Vous voyez, il faut qu'on arrive à un moment où les gens vont se respecter mutuellement, vont se faire confiance mutuellement, vont dire nous sommes tous des fils de ce pays, nous ne sommes pas là pour détruire notre pays, nous sommes des patriotes, l'autre n'est pas mon ennemi, l'autre veut que mon pays avance, comme moi je veux que le pays avance, il faut qu'on travaille en tandem. Alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tout le monde soupçonne tout le monde d'être mauvais, quoi. En Morée, il y a une bonne formule qui épuise ça, là. Le voleur pense que l'autre est un braqueur. L'autre est plus mauvais que lui. Vous voyez? Bon, moi, je ne peux pas résoudre ce problème-là. Oui, Zoumara voulait réagir rapidement. Voilà, que ce qu'il vient de dire effectivement est intéressant et c'est pourquoi d'ailleurs il y a un problème effectivement dès le départ. Mais contrairement à ce qu'il dit, moi je pense qu'il ne faut pas minimiser le problème. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un cadre de dialogue. Donc si déjà dès le départ il y a un problème,
ces problèmes vont demeurer. Ça va même peut-être faire naître d'autres problèmes. On a vu ce qui s'est passé effectivement avec le HASCO. Et donc, je pense que c'est déjà symptomatique de ce qui va advenir de la vie de cette structure-là. Donc, moi, je pense que si au départ on a des problèmes, ça veut dire qu'il y a de sérieux problèmes. Et puis, on a dit c'est en 2010. Est-ce que en 2010 et aujourd'hui, les choses n'ont pas changé? Évidemment, les choses quand même ont changé. En 2010, ce n'est plus le même régime quand même. En 2010 et aujourd'hui, ce n'est plus le même régime. Donc, si en 2010, il y avait peut-être l'utilité de la pertinence, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas? Moi, je ne pense pas que les mouvements sociaux que nous constatons aujourd'hui nécessitent forcément la mise en œuvre d'un tel cadre. Je pense qu'il appartient aux différents acteurs, comme Mickey l'a dit, de jouer franc jeu. Gouvernement de faire sa paille aux syndicats, de voir ce qu'effectivement il peut obtenir. Et voilà, on pourra continuer sans qu'on ait besoin forcément de mettre cette structure en place. Parce que la conséquence, c'est quoi? Si nous mettons une structure qui n'est pas viable, ça va griser le budget inutilement, comme les autres structures qui sont déjà là. Voilà. D'accord, oui, Mickey. Oui, alors je voudrais dire qu'on a parlé tantôt de ce cadre annuel de rencontre gouvernement-syndicat qui depuis un certain temps fonctionne au Burkina Faso. Je crois que chaque année c'est assorti d'un certain nombre de recommandations et il y a un comité également qui est chargé du suivi. Est-ce qu'on a tiré suffisamment de leçons de cela? Parce qu'à mon avis, ça coûte relativement moins cher, sinon 0 francs. Mais en fait, et c'est également l'accord n'est pas permanent. Comme c'est des gens qui travaillent dans leur bureau, justement, et puis de temps en temps ils se réunissent pour voir, bon, ils ne peuvent pas être autant concentrés que quelqu'un qui ne fait que ça. C'est comme ça que je comprends l'idée, quoi. Oui, justement, ça c'est compris. Mais moi, à mon avis, le cadre de rencontre gouvernement syndicat, c'était vraiment, on a quelquefois suivi ça et en tant que journaliste, on va souvent voir que les négociations sont houleuses. Souvent, ça va jusqu'au bout de la nuit. Oui, donc c'est vraiment, voilà, tard dans la nuit, on a ces négociations. On a l'impression, on a le sentiment également qu'il y a quelque chose de sérieux qui est en train de se passer. Maintenant, lorsque on veut institutionnaliser ces négociations dans le cadre d'un haut conseil, on sait comment on fonctionne au Burkina Faso. Il y a un président qui va être élu et qui va être nommé par le chef de l'État. Il va s'asseoir, il va constituer son cabinet. Ensuite, c'est vraiment de la lenteur administrative. Je ne sais pas si on aura effectivement l'efficacité que l'on avait des cadres de rencontre gouvernement-syndicat. Parce que chaque fois, lorsqu'on écoute les syndicalistes, ils font référence justement aux engagements pris par le gouvernement à l'occasion de ces rencontres-là. Maintenant, si on a institutionnalisé ce dialogue, c'est vrai que dedans, on a des représentants des syndicats et tout, mais moi, j'ai bien peur que la lourdeur administrative ne vienne balayer tout ça du revers de la main. Il faut peut-être capitaliser les acquis que l'on peut avoir de ce cadre de rencontre gouvernement-syndicat et puis voir comment on peut harmoniser et puis améliorer cela. Parce que, j'insiste là-dessus, ça au moins, ça nous coûte 0 franc. Je ne sais pas si les syndicalistes, quand ils vont là-bas, ils sont payés pour ça ou les membres du gouvernement. En tout cas, c'est une rencontre comme ça, un peu formelle, informelle, mais assez sérieuse. Il faut peut-être aller dans ce sens plutôt que de mettre en place une institution qui va nous coûter beaucoup d'argent. Et lorsqu'on met cela, et on crée ce genre d'institutions, en même temps on parle de faiblesse du budget de l'État, il est difficile de convaincre les mêmes syndicats qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, alors qu'on crée des institutions dont on pourrait se passer. D'accord, oui. Une réaction, sinon on va... Non, j'ai cru comprendre que le ministre a pris l'exemple du Sénégal, où il a dit que ça marche bien, et que depuis que le Haut Conseil du dialogue social du Sénégal a été mis en place, le président Macky Sall a évité plusieurs grèves. Il a obtenu une trêve sociale à travers son Haut Conseil et il a pu mettre en œuvre son programme. Si ça marche bien au Sénégal, et j'espère que là-bas, ils se font plus confiance qu'ici, et qu'on va vraiment copier les bonnes pratiques qui se font ailleurs. Mais en tout cas, le souhait, en tout cas, c'est que ça marche. Et ça va être bénéfique en tout cas pour tout le monde parce que déjà que les membres sont nommés, il ne reste que peut-être la nomination du président et du secrétaire général donc pour que l'institution puisse entrer en fonction. Alors on va continuer le débat et on va rester un peu dans le même domaine pour évoquer la crise en tout cas qui secoue le système éducatif au Burkina. Le gouvernement et les syndicats d'enseignants n'ont pas encore en tout cas réussi à trouver un terrain d'entente à propos des revendications donc du monde de l'éducation. Alors au cours de la semaine, nous avons eu beaucoup d'activités autour de cette question. On a vu le Premier ministre qui a fait donc une conférence de presse. Il y a eu après la marche donc des syndicats. Nous avons eu également de nombreuses réactions en tout cas en ce qui concerne cette
grève, en tout cas des enseignants, cette crise qui handicape, si on peut le dire ainsi, le monde scolaire. Alors, c'est un dossier, entre griffes, que vous suivez. Alors, d'abord sur la conférence de presse du Premier ministre, alors il a invité en tout cas les syndicats à un sursaut patriotique. Alors, Paul Kabatiba dit que l'incidence en tout cas financière des revendications des enseignants se chiffre à plus de 50 milliards de francs CFA, mais bon, les négociations se poursuivent, il n'y a pas encore en tout cas une solution. Zouré, comment alors vous analysez cette crise en tout cas qui perdure depuis le début de l'année scolaire? Alors, je note qu'il y a les deux parties semblent négocier, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Alors, le Premier ministre, lors de sa conférence de presse, a indiqué en fait qu'il n'a rien à proposer. Il s'est contenté d'essayer de faire une communication qui va un peu monter l'opinion nationale contre les syndicats de l'éducation nationale. On a vu des chiffres qui ont fusé. Donc, c'est la première fois que, en tout cas, si ma mémoire est bonne, qu'une partie en négociation soit pour indiquer bon, que voilà ce que les syndicats réclament. D'autant plus qu'il y a eu des négociations, des crises où des syndicats, n'est-ce pas, ont réclamé certaines choses qu'ils ont obtenues sans que le Premier ministre ne sorte pour dire bon voilà ce qu'ils ont obtenu. Donc, je tire la conclusion que le Premier ministre essaie de monter l'opinion nationale contre les syndicats de l'éducation. Et ces derniers n'ont pas tardé, ils ont réagi hier lors d'une conférence de presse où ils ont indiqué qu'en réalité, leur plateforme est sous-évaluée en réalité. Les 50 milliards ne sont rien comparativement à ce qu'ils revendiquent. Pour prendre un seul exemple, ils disent que les cantines scolaires coûtent 48 milliards de francs CFA par an. Donc ça n'a rien à voir avec les 50 milliards de francs CFA. Donc, je tire la conclusion que finalement, le gouvernement n'a aucune solution à proposer. Il parle de sursaut patriotique à des enseignants qui déjà consentent pas mal de sacrifices sur le terrain. Et la conséquence de cette communication, c'est que finalement, le gouvernement n'est pas prêt à payer 50 milliards de francs CFA pour éduquer les Burkinabés. Et la question que j'aimerais poser, entre donner 50 milliards de francs CFA aux enseignants et perdre une année scolaire, qu'est-ce qui est plus coûteux? La question que j'aimerais poser au gouvernement. Et quand on parle de 50 milliards de francs CFA, le Premier ministre Gagnon aussi a expliqué comment cette somme est répartie au niveau des points de revendication des syndicats. Parce que si on s'en tient bien à leur plateforme revendicative, ce n'est pas seulement que des questions indemnitaires ou de salaire. Ils demandent par exemple qu'il y ait moins d'écoles sous-périodes au Burkina. Ils demandent par exemple qu'il y ait moins d'élèves dans chaque classe au Burkina. Ils demandent par exemple que les enseignants soient mieux formés dans les écoles de formation. Est-ce que ces 50 milliards concernent tous ces points de revendication? Si c'est le cas, j'estime que ce n'est pas exagéré, en tout cas pour la qualité de l'éducation des Burkinabés et pour l'avenir de notre pays qui est actuellement en jeu. D'accord. En tout cas, selon le Premier ministre, il y a eu, sur les 23 points, ils se sont accordés sur 8 points, je crois, si je ne m'abuse. Voilà. Alors, Rabo, comment vous analysez donc ce bras de fer, en tout cas, qui perdure entre... Pour moi, c'est un bras de fer inutile, il n'avait pas lieu d'être, parce que je ne vois pas dans les revendications des syndicats des enseignants ce qui devait donner lieu à une marche, à des sit-ins. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette logique-là. Sauf à me mettre à l'idée que les gens se disent, les autres ont eu, il faut que nous aussi on ait, et c'est en durcissant le ton qu'on obtient ce qu'on veut dans ce pays, parce qu'on est face à un président qui a le dos au mur, qui est faible, un gouvernement qui est frileux, voilà. Sinon, pour moi, qui a dit, je n'ai pas entendu un seul Burkinabé dire que la plateforme revendicative de la coordination des syndicats des enseignants n'était pas juste. Non. Les gens posent le problème de la pertinence, le problème de l'opportunité, le problème de la période à laquelle c'est posé et le problème de la période à laquelle on braque les positions. La période dans laquelle on met en péril le système éducatif et l'année scolaire. C'est ce problème-là qui est posé. Parce qu'il y a des années qui ont été plus difficiles dans l'enseignement. Moi, j'étais étudiant, on a parlé de la refondation. Voilà, je n'ai pas vu les syndicats des enseignants se braquer autant contre le gouvernement. Voyez-vous,
Donc j'ai des doutes sur la bonne foi des acteurs qui sont en présence, de la part du gouvernement, comme Zouri a dit, mais également de la part des syndicats. Je lis du jusqu'au boutisme, de la surenchère. C'est ma position, elle est personnelle. Et tant qu'on sera en démocratie, je vais exprimer ma position. Je veux dire, ce n'était pas le bon moment. Parce que la période est plus difficile que les gens ne le croient. Ce n'est pas après avoir fait une insurrection qui a mis à plat une bonne partie de notre système économique, de nos industries, mis au chômage dans la rue, une bonne partie des acteurs et des travailleurs du secteur privé, qu'on doit braquer les positions de cette façon. On doit donner une période pour reconstruire l'économie. On doit être un peu plus souple, surtout quand l'acteur qui est en face reconnaît que votre plateforme est juste. On doit dire ce qu'on fait maintenant. Comme notre plateforme est juste, faisons un calendrier et voyons comment on va mettre en œuvre vos engagements. Parce que si on paralyse le système éducatif, nous-mêmes qui sommes enseignants, nos enfants sont dans ces écoles-là. Moi, j'ai des enfants dans les écoles. Et je m'inquiète. Mon problème, ce n'est pas le salaire des enseignants. Moi aussi, mon salaire ne me satisfait pas. Mais je ne suis pas en grève. On n'obtient pas tout ce qu'on demande. Et je peux vous le dire, moi, je ne donne pas à mes enfants tout ce qu'ils me demandent. Je regarde si ce qu'ils me demandent est pertinent avant de leur donner. Donc, il faut que les syndicats se mettent dans cette position et dans cette lecture-là. Vous ne pouvez pas avoir tout ce qu'on vous demande, tout ce que vous demandez. Parce que si le gouvernement ne fait pas un arbitrage, dans 12 mois, dans 24 mois, il peut être en cessation de paiement. Il peut être en difficulté de paiement des salaires. On peut accumuler des arriérés de salaires. Voyez-vous, mais quand on est syndicaliste, on ne peut pas lire ça, parce qu'on ne parle que pour sa corporation. Oui, c'est ça le problème. Je termine. Donc, quand on a une lecture comme ça, ça pose problème. Moi, je peux parler comme ça, avec l'espoir d'être plus proche de la vérité, parce que je ne suis pas fonctionnaire. Et je ne suis pas dans les syndicats qui négocient. Je suis un observateur extérieur. Donc, je peux critiquer à la fois les syndicats et le gouvernement. Mais à partir du moment où vous êtes acteur, il y a une partie de la lecture que vous ne pouvez pas avoir. Parce que vous êtes dans la passion. C'est ce que les enseignants doivent comprendre. Quand nous, les parents d'élèves, on dit, vous faites un peu trop là, c'est parce que nous, on pense que vous exagérez. Il y a des gens qui gagnent moins que vous, qui ne sont pas dans les rues, qui continuent à négocier. Et je crois qu'on doit être dans cette ligne de conduite-là. Si on braque tout, nous tous, nous allons plonger. Ça, je peux le prédire. Ok, on va voir si votre avis est partagé autour de la table. Paul Miki, vous voulez réagir? Je crois que Rabo a raison lorsqu'il dit que le moment est mal choisi parce que nous sommes à une période après une insurrection où l'économie est mise à plat et tout. Mais on ne peut pas dire également que le moment est mal choisi. Cela d'autant plus que le gouvernement, le même gouvernement, avait commencé à donner satisfaction à certaines revendications. Alors moi, je ne voudrais pas être triomphaliste, mais j'avais vu venir les choses. J'avais même dit à certaines occasions qu'on est en train d'aller vers un système où on sera bloqué à un moment donné. Parce que le problème du Burkinabé, ce n'est pas ce que lui gagne, c'est la différence de ce que l'autre gagne que lui. C'est ça qui fait mal le plus. Il ne faut pas entretenir les inégalités. On a commencé à satisfaire les revendications les unes à la suite des autres. Pourquoi on arrive au niveau de la coordination des syndicats de l'éducation, on bloque et on fait une conférence de presse pour dire que ça fait 50 milliards de francs CFA et on ne peut pas. On n'a pas dit ce que ça nous a coûté, les revendications des précédentes corporations qui ont eu gain de cause déjà. On n'a pas encore fait une estimation financière claire de ce que les magistrats ont eu comme bonification après leur grève de début et de mandat du président Kabouré. Ensuite, à la suite des magistrats, il y a eu beaucoup de corporations qui sont rentrées en lutte et qui ont eu gain de cause. Moi, j'ai un problème avec les inégalités. Peut-être qu'il ne fallait pas commencer, mais étant donné qu'on a commencé, on est là. Sur ce point, on ne peut pas ne pas donner raison aux enseignants parce que l'article 1er de la Constitution du Burkina dit que tous les Burkinabés naissent libres et égaux en droit, quelque chose comme ça. On ne peut pas entretenir ces inégalités. Lorsqu'on rentre dans la corporation des enseignants, et à les écouter, d'ailleurs, on n'a pas besoin de les écouter, on les connaît suffisamment. Nous avons tous des frères, amis et autres qui sont des enseignants, parce qu'ils sont les plus nombreux d'ailleurs. On connaît comment est-ce qu'ils travaillent, aussi bien en ville qu'en campagne. Ils vous expliquent par exemple qu'eux, ils ont des particularités parce que leur domicile est utilisé comme un bureau. Effectivement, quand vous rentrez dans la maison d'un enseignant, qu'est-ce que vous voyez? Une table, des cahiers, c'est son bureau comme ça, c'est son domicile, c'est lui qui paye. Donc, ils veulent être alignés, les primes de logement et tout, ils veulent avoir un avantage par rapport aux autres. Ça, c'est pertinent à mon avis. Il y a autant de revendications comme ça que l'on a au niveau des enseignants qu'il faut voir de près. Maintenant,
On écoute également le gouvernement qui dit 50 milliards de francs CFA, c'est beaucoup. L'UEMOA dit qu'il faut plancher les salaires à 35% et le Burkina est à 52%. On a déjà largement dépassé cette barre et il faut faire attention. Il faut faire attention, mais l'attention ne devait pas commencer aujourd'hui, ça devait commencer depuis longtemps. Donc on est dans une situation où les syndicats ont raison, le gouvernement également a raison de tirer l'attention parce que le Burkina est hors jeu en matière de directives communautaires dans lesquelles nous nous situons. Donc la solution, à mon avis, dans toute cette bagarre-là, c'est ce que le président Kabore lui-même a dit en fin d'année, la relecture du système de rémunération des fonctionnaires au Burkina Faso. Je crois que face à une telle situation, c'est une forme de démission entre guillemets du gouvernement qui dit, bon, moi je n'en peux plus, ce sont les Burkinabés qui payent les salaires et on va demander aux Burkinabés de décider comment on paye les salaires des fonctionnaires. Et c'est ça. Il a prévu faire en février, mais ça n'a pas permis évidemment cette annonce de baisser la tension au niveau des syndicats de l'éducation qui sont en lutte. L'année scolaire est effectivement en péril, comme Zouro l'a dit, ça serait une catastrophe de l'éducation si on arrivait à perdre cette année. Donc aujourd'hui, lorsqu'on écoute le Premier ministre, comme Zouro l'a dit effectivement, il n'y a pas eu de proposition concrète. C'est comme si le gouvernement n'avait pas de solution immédiate à donner aux enseignants. On joue sur leur fil patriotique, on attire l'attention de l'opinion publique pour dire qu'attention, nous sommes en train d'aller vers une situation assez dangereuse et on demande un sursaut patriotique, on veut bien, mais la personne qui doit appeler à ce sursaut patriotique, à mon avis, ce n'est pas le Premier ministre parce que, à mon avis, il n'est pas un exemple en termes de sursaut patriotique. En plus, les enseignants dont nous parlons aujourd'hui sont des preuves vivantes, j'allais dire, de ce sursaut patriotique parce que ce sont eux qui montrent jusqu'à quel point il faut se sacrifier pour la nation. Ce sont des gens qui sont dans le milieu rural où on a tous les problèmes du monde. Récemment, ils ont été victimes d'attaques terroristes. Avant cela, ils sont mal logés, ils sont mal payés d'après eux-mêmes. Ils se sacrifient du jour et nuit pour l'éducation du Burkina Faso. Et l'éducation, c'est vraiment quelque chose avec lequel on ne doit pas marchander. Donc aujourd'hui, il faut vraiment jouer par la terre, de part et d'autre, mettre de l'eau dans tous les vins, parce qu'aujourd'hui, également, il faut que les syndicats également comprennent, comme Rabo l'a dit, maintenant, le gouvernement doit prendre des engagements clairs pour qu'on sorte de cette situation. C'est vraiment la négociation, quoi. Oui. Ici, nous sommes en situation on pense que le point d'achoppement, c'est le statut autonome que les enseignants réclament. Voilà. Les enseignants vous diront qu'ils n'ont pas demandé un statut autonome, mais un statut valorisant. C'est assez différent. Assez différent. Oui. Clairement, disant dans leur conférence de presse hier qu'ils n'ont pas demandé un statut autonome. Ils n'ont pas demandé ça. Ils demandent juste qu'on valorise le métier d'enseignant. Et quand vous discutez avec un enseignant aujourd'hui, il est clair, pour lui, aucun gouvernement jusqu'à présent n'a pris en compte la valeur, n'a mesuré la valeur en fait de l'éducation au Burkina. Et peut-être que les gens ne comprennent pas. Effectivement, quand il y a une grève de chauffeurs, et automatiquement il n'y a pas de carburant dans les stations-service. Ça, c'est récent. Quand il y a une grève de médecins ou d'infirmiers, automatiquement il n'y a pas, il y a des gens qui meurent à l'hôpital. Mais quand il y a une grève d'enseignants sur le champ, on ne le ressent pas. Mais est-ce que vous voyez le niveau auquel l'école burkinabé est aujourd'hui? C'est la nation qui meurt. Parce que c'est dû aux grèves qu'on a enregistrées il y a peut-être 10 ans de cela. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas, en fait, on ne mesure pas l'impact, ou en tout cas l'importance de l'éducation aujourd'hui. Mais si on s'amuse à accepter une année blanche aujourd'hui, dans 10 ans, il n'y aura plus de Burkina Faso, je suis désolé. Voilà, parce que nous, tous qui sommes assis autour de cette table, nous sommes le résultat d'un enseignement, d'une éducation qui a été donnée. Et si on ne prend pas en compte, si les acteurs qui sont sur le terrain considèrent que ce n'est pas pris en compte, bon, automatiquement les conséquences peuvent être terribles sur le terrain. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les enseignants aussi reconnaissent leur tort. Ils estiment par exemple qu'actuellement le niveau n'est pas bon. Le niveau des enseignants eux-mêmes n'est pas bon et qu'il faut faire quelque chose pour relever cela. Voilà. Donc, oui, autant de points, hein, parce qu'on est pris aussi par le temps. On va permettre donc à Dabadi, qui ne s'est pas exprimé sur le sujet, de dire quelque chose. Merci. Oui. Alors, moi, je trouve que la crise au sein de l'éducation est assez grave et je pense qu'il est temps de trouver une solution rapidement. D'autant plus que le spectre d'une année blanche se dessine de plus en plus. Mais je peux aussi dire qu'en fait, si la crise s'enlise, c'est parce qu'on a un syndicat qui est assez fort face à un gouvernement faible, incohérent et parfois injuste. Et je pense que la sortie, la conférence de presse du Premier ministre confirme cela.
certaines de ces affirmations, à mon avis, ne sont que des aveux d'impuissance. Je pense que la clé de cette crise, une fois de plus, est entre les mains du chef de l'État, qui, à son temps, dès le début des mouvements sociaux, avait donné déjà la voix à suivre en phagocytant certains de ses ministres. Conséquence, aujourd'hui, aucun ministre ne peut résoudre un problème de son département. Donc je pense que le gros handicap de ce gouvernement, ce n'est pas, à mon avis, les questions de finances dont on parle. C'est beaucoup plus la question d'incohérence et de crédibilité. Vous ne pouvez pas demander à des gens d'être des patriotes. Vous ne pouvez pas demander à des gens de faire des sacrifices alors que vous-même, vous ne faites aucun effort pour donner cet exemple. Vous ne pouvez pas dire à des gens que les caisses de l'État sont vides alors que vous continuez d'acheter des véhicules à coût de 90 millions d'unités. Ce n'est pas possible, il y a un problème. Donc je pense que ce gouvernement-là souffre effectivement d'un problème de cohérence et de crédibilité. Et lorsqu'on n'est pas crédible, on ne peut pas vous écouter. Aujourd'hui, on dit aux anciens d'être des patriotes. Mais ceux qui nous gouvernent, qu'est-ce qu'ils font en termes de patriotisme pour que les autres les suivent? Je n'en vois pas grand-chose. Et donc, du coup, le problème est sérieux. Je pense que Roch a ouvert la boîte de Pandore et il doit avoir le courage de s'assumer. On l'a dit ici sur ce même plateau que si il ne faisait pas attention par rapport aux revendications, à un moment donné, il ne pourra plus gérer la situation. Aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Voilà, aujourd'hui, il est bloqué. Parce qu'aujourd'hui, les finances, on dit ça ne peut plus tenir. On dit on a dépassé les prévisions du mois. Mais attendez, ils étaient où nos économistes pour ne pas savoir qu'en prenant telle décision, la conséquence allait être grave plus tard. Donc je pense qu'il faut qu'on soit cohérent. Vous ne pouvez pas demander à Paul d'être plus gentil, mais tout le monde est burkinabé, alors que Y ne le fait pas. Il y a un problème. Donc je pense qu'il faut une question d'équité dans cette affaire des anciens. Et comme quelqu'un l'a dit, je pense que nous sommes dans un domaine extrêmement important. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, la Russie, tous les pays qui sont aujourd'hui, qui ont atteint un certain niveau de développement, mais c'est lié à l'éducation. Prenez les Japon aujourd'hui, ce quelle richesse le Japon a en dehors de son éducation. C'est ça. Donc lorsqu'on ne fait pas de l'éducation une priorité, mais il va de soi que vous ayez un État faible, un État où il y a l'indiscipline, un État où la corruption règne en roi. Et c'est malheureusement ce que nous constatons ici. 50 milliards, on braque les 50, on dit, ah, ça fait 50 milliards pour dire aux citoyens lambda, c'est trop. Mais on ne nous dit pas quel est le train de vie de l'État. Est-ce qu'on nous dit ça? Regardez, quand il y a une cérémonie, il y a combien de véhicules qui se suivent? Est-ce qu'on en a besoin? Et c'est de l'argent qui s'en va. Ça peut résoudre le problème d'un village. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus juste dans ce pays. Il faut lutter contre les inégalités. La fraude coûte extrêmement cher au Burkina. Mais attendez, on peut élargir l'assiette fiscale aujourd'hui. Pourquoi on ne le fait pas? Voilà, au lieu de dire qu'il n'y a pas l'argent, mais allez chercher l'argent où il y en a, tout le monde le sait. La fraude fait perdre des dizaines de milliards au Burkina, c'est connu. Ce n'est pas nous qui le disons sur ce plateau. Tout le monde le dit. Et ils sont conscients. Là, il y a des rapports. On dit, dans tel secteur, on a détourné tant de francs. Qu'est-ce qu'on fait? Absolument pas grand-chose. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de jouer à ce jeu qui est très dangereux. En disant que voilà, les syndicalistes sont maximalistes, les syndicalistes sont ceci. Non, je pense que le problème ne se pose pas à ce niveau. Les gens doivent comprendre que si les Burkinabés ont réalisé l'insurrection populaire, ce n'est pas pour continuer à vivre dans l'impunité, ce n'est pas pour continuer à assister au népotisme sans réagir, ce n'est pas pour continuer à vivre l'injustice. Donc je pense qu'il faut que nos dirigeants aujourd'hui aient cela dans l'esprit. C'est extrêmement à l'esprit, c'est extrêmement important. D'accord, oui. Je voulais juste très rapidement. Voilà. En fait, il faut noter qu'il y a une solidarité quand même inhabituelle des syndicats aujourd'hui. 15 syndicats de l'éducation qui s'unissent pour faire des revendications, c'est un signal. Donc le signal aussi vaut au niveau des syndicats des finances et des impôts. Quand le gouvernement soit dit qu'il n'y a pas d'argent, ceux qui sont chargés de collecter l'argent viennent dire que ce n'est pas vrai. Donc ça va poser un gros problème au niveau du gouvernement dans les discussions, dans les décisions, les déclarations qu'il va faire. Autre élément, et là je rebondis sur ce que Rabo a dit, il est important qu'il y ait la confiance justement, soit rétablie entre les deux parties au Burkina. Il faut qu'entre le gouvernement et les syndicats, cette confiance qui est brisée et qui fait que les déclarations de l'une ou l'autre partie ne sont pas prises en compte, soit à nouveau rétablies. Et la solution, à mon avis, c'est que peut-être que le président du FASO rencontre les syndicats d'éducation et qu'il parle à cœur ouvert, qu'il parle de façon franche, il joue franc jeu, et que cette
à mon avis, hein, je pense que c'est la piste qui pourrait nous amener vers une sortie de crise à ce niveau. Une sortie de crise. Est-ce que cette confiance est encore possible avec les mêmes acteurs? J'en doute. Hein. J'explicite peut-être quelques idées. Quand Dabadi dit que les gens ont fait l'insurrection, ils ne veulent plus l'impunité, patati patata, c'est qui entretient l'impunité dans notre pays? Moi, mon problème et ma critique, quand je finis de critiquer ceux qui nous dirigent, c'est ceux qui sont chargés d'exécuter les instructions de ceux qui nous dirigent, qui ne sont pas à un niveau où ils me rassurent de leur patriotisme et de leur bonne foi. Quand vous dites qu'il y a la fraude, est-ce que c'est Roch-Marc Christian Kaboré qui est à la frontière? Est-ce que c'est lui qui doit traquer les fraudeurs? Quand vous dites qu'il y a l'impunité, est-ce que c'est Roch-Marc Christian Kaboré qui doit juger les dossiers de corruption en justice? Quand vous dites que les gens volent de l'argent partout, c'est qui a volé l'argent? Est-ce que ce n'est pas des fonctionnaires? Vous voyez, moi, je suis journaliste et j'équilibre mes critiques, j'équilibre mes analyses. J'instruis à charge et à décharge, comme un juge d'instruction. Je dis Roch est responsable, mais est-ce que les fonctionnaires aussi ne sont pas responsables? Vous voyez, quand les responsables ne font pas leur travail, est-ce que c'est un argument pour que le petit fonctionnaire ne fasse pas son travail? Je dis, s'il ne fait pas son travail, il peut accuser le responsable d'avoir été un mauvais exemple, mais lui aussi, il n'en est pas un bon. C'est ça mon problème avec le Burkina. Moi, Rabo, je ne deviendrai pas mauvais parce qu'il y a des gens mauvais autour de moi. Je ferai l'effort de les changer positivement. Et c'est ce à quoi on doit aboutir. Aujourd'hui, on est dans un système où, comme les responsables ne sont pas dignes de confiance, nous aussi, on va faire la pagaille. On va devenir la Somalie. Et on n'en est pas loin. Parce que si on continue cette pagaille à Ouagadougou, le terroriste là nous guette du Sahel. Vous voyez? Donc moi, je demande aux travailleurs, vous dites qu'il y a des inégalités. Moi, je constate que c'est au Trésor qu'on a créé les inégalités en demandant des fonds communs indus. Vous dites qu'il y a des inégalités. Moi, je dis que ce sont les magistrats qui ont créé ces inégalités en demandant des rémunérations indues au-dessus de ce qu'ils font comme travail. S'il vous plaît, je termine. Moi, Rabo, extérieur à la fonction publique, j'avais compris sous Blaise Compaoré que la plus grande revendication du monde de la fonction publique, c'était la loi 081. Et j'avais dit, le jour où on va adopter cette loi-là à l'Assemblée nationale, le Burkina Faso va guérir de son mal de la fonction publique. Heureusement, on a balayé Blaise Compaoré par une insurrection. Ceux qui sont venus sous la transition, on dit on va résoudre définitivement le problème de la fonction publique, le problème des inégalités entre contractuels et fonctionnaires. On vote la loi, et puis quelques mois après, on voit des gens qui disent non, nous on n'est pas dans la loi globale, nous on veut un statut autonome, nous on veut un statut particulier, parce que nous on ne ressemble pas aux autres, parce que nous on est plus important que les autres. Attendez, on est dans quel pays là? Qui est moins burkinabé que l'autre? Il faut qu'on s'assume. Le président Roch doit s'assumer. Rabo doit s'assumer, Sayon doit s'assumer, Bassoma Bazé doit s'assumer. Que chacun fasse son travail avant de critiquer l'autre. Vous voyez, c'est ça notre problème. Si on tourne, on augmente les salaires des gens, ils consomment quoi? Ils consomment des tablettes chinoises, ils consomment des Android chinois, ils consomment la bière française, et puis après, ils sont en façon d'enfanie que nous, on est des patriotes. Pendant que le fruit de notre travail là va en bénéfice en France et en Chine. Et on dit, c'est Roch le problème. Lui aussi, il est en façon d'enfanie, donc il a épuisé le patriotisme. Puisque c'est devenu ça le patriotisme. Je pense que c'est vrai, écouter. Mais je trouve que ce serait trop facile si on amenait le débat à ce niveau. Pourquoi? Parce que vous avez quand même un responsable. Lorsque dans un service, il y a un problème. Mais ce n'est pas aux agents, aux derniers agents, vous allez demander des comptes. C'est vous, en tant que chef d'abord, qui est responsable. Vous devez être vigilant, vous devez être exigeant. Lorsqu'on accepte de satisfaire à une plateforme de revendicature, qu'est-ce qu'on réclame en partie? Logiquement, il doit y avoir oui, mais c'est celui qui accorde là, qui doit dire, bon, écoute, j'accepte, mais vous devez produire telle ou telle chose. Mais si vous ne le faites pas, mais attends, n'allez pas accuser quand même celui qui a demandé. Et puis, quand on demande, quand on présente une plateforme, le président n'est pas obligé de satisfaire à cette plateforme entièrement. Il peut décider de satisfaire à 3 points, 4 points, et puis les autres, on verra après. Mais lorsqu'on demande, on accepte tout. Mais naturellement, vous allez créer effectivement un précédent dangereux. Et malheureusement, c'est la situation que nous vivons. Si vous êtes un général, vous êtes devant un trou, vous partez à la guerre, et dès le premier tir de l'ennemi, vous faites masse, vous commencez à courir. Vous pensez que les autres vont aller? Qui va donner l'ordre? Donc c'est un peu ça.
Je pense que quand on accepte d'être responsable, il faut s'assumer. Je ne dis pas que c'est Roch seul qui est peut-être le responsable, mais le gouvernement, qui nomme le chef du gouvernement? Voilà, c'est le président qui nomme le premier ministre, qui nomme ses ministres. Lorsque le président constate qu'il y a un problème, son gouvernement est incapable de résoudre un problème, il doit demander des comptes au premier ministre. Le premier ministre doit demander des comptes à ses ministres, et les ministres doivent demander des comptes aux secrétaires généraux, qui allaient tout doivent demander des comptes aux secrétaires généraux des provinciaux, ou AG, ainsi de suite, jusqu'au directeur, ainsi de suite. Mais si en haut, on ne fait pas grand-chose, mais la chose va continuer. Quand je parle de corruption, regardez les plateformes aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des plateformes qui datent de 2011, 2010. Mais pourquoi depuis, ça dormait? C'est parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais se sont rendus compte que on est face à des gens qui ne font pas de prévision, qui ne se disent pas que si on donne ici, demain on ne pourra plus donner. Voilà. Donc, mais on va tout réclamer. Vous-même, vous l'avez dit. Ce n'est pas tout ce que votre enfant demande que vous lui donnez. Mais pourquoi vous voulez que le gouvernement fasse la même chose? Le Burkina Faso... que le gouvernement fasse... Non, j'ai dit que c'est le gouvernement qui est responsable de la situation que nous vivons. Oui, mais non, je n'ai pas dit de tout donner. Je dis que c'est une question de justice. Il ne faut pas dire que les anciens aujourd'hui n'ont pas le droit de revendiquer. D'autres l'ont fait avant eux. Donc, au chef, quand on demande, c'est ce qui est bon, c'est que tu peux donner qu'il faut donner. Alors, en tout cas, on a compris les différentes positions, hein, parce que si on reste sur ce sujet, on ne pourra pas évoquer... Non, mais on n'a pas parlé des solutions. Bien sûr. Il n'y a que Miki qui a dit que la solution... Sauf si on s'accorde que les autres sujets... Je pense que quelques solutions seraient que le gouvernement, au lieu de chercher à satisfaire par département les revendications, il faut résoudre les problèmes qui sont à la base de ces revendications. Aujourd'hui, on dit la vie est chère. Mais le gouvernement doit effectivement prendre des mesures à ce niveau. Si aujourd'hui on a des meilleures écoles qui coûtent relativement moins cher, on a des hôpitaux bien équipés où les Burkinabés peuvent se soigner, mais moi je ne vois pas quel est ce travail qui va sortir dire que la vie est chère, il faut augmenter le salaire. C'est parce que les gens veulent soigner leurs enfants. Dans les meilleurs hôpitaux, ils n'ont pas les moyens de le faire, qu'ils revendiquent des augmentations de salaire. C'est parce qu'ils veulent que leurs enfants aillent dans les meilleures écoles et qu'ils n'en ont pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer, qu'ils revendiquent des augmentations de salaire. Je pense que le gouvernement doit voir le problème sous cet angle-là et non voir ça de façon individuelle. Parce que le danger, c'est quoi? Le Burkina compte pratiquement près de 20 millions d'habitants, dont on ne peut pas prendre le problème de 180 000 qui constituent les fonctionnaires et bloquer le fonctionnement du pays. Il y a quand même un problème. Donc, il faut résoudre les problèmes sérieux, j'allais dire ce qui est les problèmes sociaux de base. Mais justement, est-ce que vous pensez que l'annonce, en tout cas, qui a été faite par le Premier ministre, à savoir la refonte du système de rémunération, le président du Faso, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, le Premier ministre, donc le président du Faso, voilà. Donc, pourra définitivement, en tout cas, régler ce problème que vivent, en tout cas, les fonctionnaires et les différents syndicats au Burkina. Paul Miki. Oui, bon, c'est bien ce que j'ai dit. Pour moi, c'est la solution. Je souscris entièrement à cette proposition du président du Faso. Je crois que le ministre de la fonction publique, d'ailleurs, avant le chef de l'État, avait suggéré une telle idée. Parce que si on continue comme ça, on règle les problèmes au cas par cas, on va arriver à une situation où on ne va pas s'en sortir. Donc, évidemment, et quand on regarde également les textes, comme je l'ai dit tantôt, le Burkina Faso, selon le ministre de la fonction publique, est à 52% de l'ensemble de sa masse, de son argent, si vous voulez, de son budget, si qui est investi au niveau, justement, au niveau des salaires. Voilà, quand on le dit, c'est le public, on ne parle pas du privé, parce que, évidemment, comme Dabadi l'a dit, c'est 170 000 fonctionnaires sur presque 20 millions de Burkinabés. Et regardez, autour de ce plateau, il y a un seul fonctionnaire. C'est un exemple que l'on prend. On est assez nombreux. Je dis également qu'en même temps, il y a la question du sursaut patriotique. Il y a des gens que le public ne voit pas qui sont tout autour. Je parle du plateau. La partie visible du plateau, c'est vrai qu'il y a des techniciens autour. Oui, mais le sursaut patriotique dont a parlé le Premier ministre, je crois que ça peut prospérer à condition que l'exemple vienne d'en haut. Je crois que ce sont les membres du gouvernement qui devaient être les premiers à sauter de façon patriotique pour donner l'exemple aux autres, parce qu'on ne peut pas demander aux enseignants de faire un sursaut patriotique alors qu'on ne voit pas d'exemple de sursaut patriotique qui vient de la part de l'État, du gouvernement. D'abord, il a parlé du train de vie de l'État qui est resté intact, à mon avis. Les ministres jusqu'à aujourd'hui sont payés sur la base d'un décret qui est signé par Blaise Compaoré. C'est assez extraordinaire. Je pense qu'on aurait pu, ne serait-ce que pour la symbolique, revoir les choses, même si on n'en diminue pas beaucoup en termes de salaire des ministres et tout. On peut au moins, pour la symbolique, modifier les choses, montrer un signal fort à l'ensemble des Burkinabés. Mais en matière de réduction du train de vie de l'État, on ne sent pas le sursaut patriotique de la part de nos dirigeants. Quand c'est comme ça,
Ne demandez pas à celui qui est à côté d'avoir un sursaut patriotique. Oui. Ça ne va pas passer. C'est un message qui ne tombe pas dans la bonne oreille, malheureusement. Oui, mais cette refonte, est-ce que ça ne va pas créer un autre problème? Parce que qu'est-ce qu'on fait? On monte tout le monde au niveau des magistrats ou bien on casse les magistrats qui ont mais déjà... là, c'est une question Voilà, très donc technique. c'est un C'est une question peu très ça technique. qui fait peur à certaines Moi, personnes. je suis Oui. d'accord avec la mise à plat, mais j'entends déjà des syndicalistes dire pas question. Voilà, s'il faut remettre à plat, j'ai eu une rencontre vendredi qui était très houleuse à la DGCOP à Ouaga, où les syndicalistes ont dit pas question. Si vous voulez remettre à plat, vous commencez par la présidence du FASO. On regarde tous les salaires en C'est tout le descendant. monde, oui. Et donc, ça va être vraiment un gros morceau, quoi. Je ne sais pas techniquement comment ça va être géré. Mais dans la même rencontre, j'ai entendu le directeur général de la fonction publique, qui est au ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, et qui a dit qu'ils ont des études qui montrent qu'aujourd'hui, il y a 2 fonctionnaires pour un poste. Ça veut dire qu'on a hérité d'une fonction publique qui devait absorber des chômeurs. Et on a une situation où aujourd'hui, où on a une pléthore d'agents pour très peu de travail. Est-ce qu'il ne faut pas changer le paradigme de notre fonction publique C'est ça. pour en faire une fonction publique productive, qui produit, au lieu que ce soit une fonction publique qui règle le problème d'emploi de la jeunesse? Vous voyez, ça c'est plus profond ça que la plateforme revendicative des enseignants. Et c'est ça que moi je veux engager en réflexion. Comment on réforme le programme d'enseignement? Parce que pour moi, l'école à la française là, ne va pas nous développer. Les enseignants ne posent pas ces problèmes. Je veux dire, et je suis d'accord avec tout le monde sur ce plateau, que Roch-Marc Christian Kaboré n'était pas le reflet du changement qu'on devait avoir après l'insurrection populaire. J'ai dit ça il y a exactement 2 ans sur ce plateau de Sayon. J'ai dit ceux qui ont voté Roch-Marc Christian Kaboré ne veulent pas le changement. C'est ceux qui ne veulent pas le changement. Vous vous souvenez? Ouais, bien sûr. Donc, moi, quand je fais mes analyses, là, je suis constant, logique et permanent. Donc, je ne m'attends pas à grand-chose avec le gouvernement actuel. Ce que je demande aux Burkinabés, c'est de chercher les solutions à nos problèmes de développement et de ne pas s'attendre à des miracles venant de ce gouvernement. Parce qu'il n'est pas issu de la partie du peuple qui peut engager ce changement. Nous sommes encore en transition. Donc, il ne faut pas rêver. Si vous rêvez de votre révolution là, avec ce gouvernement, on est loin du compte. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont au pouvoir pour ne pas être jugés par la justice, pour se couvrir après avoir géré 30 ans avec Blaise Compaoré. Maintenant, c'est vous qui les avez élus. Vous les avez élus, non? Il faut que vous assumiez votre élection. Oui. Non, malheureusement, je ne vais pas dire ce que j'ai fait. Le 29 novembre 2015, je ne vais pas dire ce que j'ai fait. Mais je vous dis, on parle donc de cette réforme. Donc si vous voulez vraiment votre changement, on parle de la attendez réforme. 2020 pour faire votre changement. Il ne faut pas changer les plateformes revendicatives des syndicats là en programme politique. Non, il faut jouer le jeu de la démocratie, revendiquer comme des syndicats et non des politiciens tapis dans l'ombre. Et puis en 2020, vous vous présentez aux élections, vous gagnez, vous faites le changement. Mais moi, Rabo, je ne vais pas être complice de gens qui ne font pas du syndicalisme. D'accord, donc on revient sur cette refonte. Cette refonte, De la réforme. Non, je pense que l'une des grosses erreurs de nos gouvernements aussi, c'est ça. Bon, Lorsque des syndicats posent un problème, oui, oui, non, je vais les autres sujets. Juste après ça, on va parler donc de l'actualité internationale, oui, parce que nous sommes... C'est sur la réforme, je Oui, oui, allez-y. J'ai dit, lorsqu'on parle de quelque chose, les gens voient toujours des mains extérieures. Il faut qu'on évite ça. Cette plateforme dont on a parlé, je pense qu'elle aurait dû être mise en œuvre plus tôt. Maintenant que ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore rattraper au regard, comme je l'ai dit, de la crédibilité de ce gouvernement? C'est ça le vrai problème. On peut toujours le faire, mais à condition justement que cette refonte-là puisse s'appliquer à tout le monde. C'est ce que les syndicats demandent. Sinon, ils ne réservent pas systématiquement cette refonte. Non. Ils veulent justement que si refonte il y a, qu'elle concerne tout le monde, qu'elle puisse concerner tout le monde. C'est ça. Donc, encore une fois, on est dans une question d'équité et de justice. Mais qui l'a rappelé, notre premier amendement le dit clairement. Donc, vous ne pouvez pas traiter les Burkinabés différemment et puis ils vont accepter. Ce n'est pas possible. Ok, allez, Zoé, Oui, bon, donc sur cette réforme est présentée oui. comme une solution, mais il ne faut pas que la solution devienne un problème. Je pense que le problème est déjà évoqué. On pose beaucoup de questions sur comment ça va se faire. Donc, c'est important que, justement, il n'y ait pas de quiproquo sur cette question-là, que le gouvernement déjà situe clairement les fonctionnaires sur ce qu'il entend par
remise à plat des salaires pour éviter justement qu'il y ait d'autres problèmes à ce niveau. D'accord, ok. Alors, oui, on va poursuivre hein, parce qu'on est pris par le temps. Je le disais tantôt, on ne pourra plus parler donc de l'affaire Barry ni de la visite donc du prince Albert II de Monaco au Burkina Faso. Nous allons directement donc parler donc de l'actualité internationale avec donc Donald Trump. Donc, on peut le dire ainsi, hein, qui a encore frappé avec des propos donc, qui ont blessé en tout cas beaucoup d'Africains. Alors, lors d'une rencontre à la Maison Blanche, selon les médias, Donald Trump aurait dit ou traité en tout cas les pays africains de pays de merde. Et voilà, c'est une actualité que vous avez suivie. Alors, comment vous réagissez donc à ces propos de Donald Trump? Paul Miki. Alors, moi, j'ai juste deux choses à dire sur ça. La première, c'est que venant de Donald Trump, ça ne doit pas étonner les gens parce qu'on connaît un peu le président américain dans son discours. En même temps que l'on parle de cette phrase de Donald Trump sur les États africains, il y a le débat aux États-Unis sur la santé mentale du président. Il faut qu'on en parle également. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la presse américaine. On remet en doute la santé mentale du président américain. Allez-y, fouillez, vous verrez. Donc, lorsque des propos comme ça sortent de la part de quelqu'un qui est présenté comme étant mentalement incorrect. Donc, on ne peut pas répliquer parce que si on réplique, c'est comme si nous aussi nous étions mentalement incorrects. Donc, pour moi, il faut laisser Donald Trump avec sa santé de merde et puis bon, parler d'autres choses. Mais en même temps, le fou qu'il est a dit une vérité également parce que ça devait toucher un peu l'orgueil de l'Africain qui fait le déplacement et tout le temps vers l'Eldorado recherché dans l'Occident, en Europe et aux États-Unis. Parce qu'on est dans un pays, on en a parlé aujourd'hui, où le système éducatif échoue, on est désemparé, les gens sont désespérés, ils vont vers de meilleurs horizons. Donc, il appartient à nos gouvernants de prendre ces propos de fou-là comme une réalité pour faire en sorte effectivement que nos pays cessent d'être des pays de merde, si c'est vrai, et qu'on crée un meilleur environnement pour maintenir nos frères sur le territoire, sur le sol africain, afin d'éviter d'aller emmerder les gens chez eux. Parce que quand ils viennent ici, on ne traite pas leur pays de pays de merde, quoi. Ok, oui, Zouré, réaction. Oui, en tant qu'Africain, on peut condamner ce qu'il a raconté comme sottise. Mais en même temps, je suis sûr qu'il n'aurait pas traité le pays de Vladimir Poutine de pays de merde. Donc, quand quelqu'un te dit que tu as une grosse tête, tu as deux choix. Si c'est vrai, tu donnes un coup avec ta tête en question, soit tu repars trouver les moyens. Par exemple, voir un chirurgien pour refaire ta tête, pour qu'elle soit moins grosse, pour que quelqu'un ne puisse pas t'insulter. Donc, les gouvernants africains devraient faire en sorte que désormais, quelqu'un n'ose plus insulter encore un jour un pays africain de merde. C'est ce que je peux dire là-dessus. En tout cas, l'Union africaine a condamné ces propos. Les condamnements, ce n'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Il faut des actes maintenant, c'est parler. D'accord, oui. Non, mais c'est vrai, en tant qu'Africain, quand on entend ça, on ne peut qu'être choqué. Parce que effectivement, c'est quand même pas beau à entendre. Je pense que si Donald Trump avait plus ou moins cité explicitement les pays, bon, les gens peut-être comprendraient mieux. Mais tel que ça a été dit, c'est quand même une offense à l'encontre d'un continent pratiquement, il faut le dire. C'est l'Afrique noire, il y a Haïti qui a été cité avec les Salvador. Je pense quand même que c'est dommage. Diplomatiquement, il ne devrait pas le dire. Mais dans le fond aussi, on peut dire qu'il y a une part de vérité dedans. Si après 60 ans d'indépendance, nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge, nous sommes toujours au stade de l'assistanat. On tend la CB à tout moment. Même pour former nos petits budgets, il faut recourir à l'Occident. PNDS. Bon, moi, je ne citerai pas le PNDS, je dis tout simplement nos budgets. Il y a un problème. Quand vous prenez un pays comme la RDC, où le président est en fin de mandat depuis 2016, et qui tient coûte que coûte à s'accrocher au pouvoir, mais il n'y a pas un autre qualificatif. Si vous prenez un pays comme le Burundi, où un seul individu a mis tout le pays sous coup pour régler, où il n'y a que lui seul sa volonté qui s'applique, il y a un problème. Donc je pense qu'on a quand même quelques exemples, mais l'erreur de Trump, c'est d'avoir voulu mettre tout le monde dans le même sac. Et c'est là où je trouve qu'il a vraiment fauté, surtout en tant que président. Il ne devrait pas dire les choses de cette façon. Il devrait peut-être citer des pays, en tout cas, même si on ne peut pas dire que c'est des pays de merde, il y a la merde dans ce pays, ça peut se comprendre. Donc, je pense que c'est une partie, en tout cas une vérité dans certains pays
mais qui ne peut pas s'appliquer à d'autres quand même, où on sent qu'il y a des efforts pour développer le continent, il y a des efforts effectivement pour rendre les citoyens de véritables citoyens, des gens qui réfléchissent, qui trouvent des solutions à leurs problèmes, et non comme il veut effectivement nous le faire croire, comme étant des gens, c'est de n'importe quoi, c'est des gens qui courent vers l'Occident, et puis ainsi de suite. Je pense que ça c'est grave, en tout cas, en tant que président. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a effectivement cette réaction générale, cette tollé générale que nous constatons, avec des démissions même de certains ambassadeurs, notamment celui de Panama. C'est ça. Alors, le dernier mot Je ne revient veux pas dire grand-chose sur Donald Trump. Vous savez, nous, les journalistes, on traite les questions insolites. Ça n'est pas, puisque c'est devenu son quotidien. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire sur quelqu'un qui fait des déclarations à l'emporte-pièce tous les jours. Voilà, ce n'est pas une information. Ça devient banal. Voilà, ce n'est plus une information. Le jour où il parle bien, on va commenter. D'accord. En tout cas, merci à vous pour vos différentes analyses, vos commentaires qui, en tout cas, j'espère, ont permis aux téléspectateurs donc, de mieux comprendre ce qui se passe au plan national et, en tout cas, sur ce sujet que nous venons d'aborder, à savoir donc, les propos de Donald Trump au sujet des pays africains, de Haïti et puis les Salvador, je crois. En tout cas, voilà, merci donc de nous avoir suivis. Je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Dabadi Zumbara du journal Le Pays, Soumaïla Arabo de la radio Savane FM, Abdou Zouré de Burkina 24 et Paul Miki Rwamba de Ouara FM. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie des programmes de la RTB. Woo!